Alors, on en était au mécanisme de l'ennui mental de l'homme transitif. Lorsque l'humain n'a pas de support pour être capable de supporter ce que lui n'arrive pas à supporter, il s'ennuie. Lorsque l'humain n'arrive pas à se supporter, il veut donc être supporté par l'extérieur, les autres ou les objets. Et si l'extérieur ne peut pas le supporter, ben il s'ennuie. Que ce soit au niveau de l'ego, que ce soit au niveau du mental, c'est le même phénomène. Lorsque le mental... Le problème de l'homme transitif, de l'homme nouveau ne s'ennuie plus. Il a résolu le problème. Mais le problème de l'homme transitif, c'est qu'il découvre à un moment donné que par la parole, il apprend, il s'instruit, il s'enseigne. Il devient son seul maître. Mais le problème, c'est que égoïquement, il sait très bien que parler à personne, c'est apparemment passer pour un fou. Déjà que quand il parle et qu'on l'écoute, on le traite de fou. Si en plus on l'entend parler quand personne ne l'écoute, il va être fait. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'humain veut partager, veut communiquer ses choses. Les choses qu'il ne peut pas supporter sur ses épaules tout seul, il veut les partager. C'est l'ennui mental qui donc apparaît. Parce qu'au niveau de la phase transitive, lorsque l'esprit vient chercher sa parcelle terrestre, lorsque votre esprit vient vous toucher, bien évidemment, un autre ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Sauf si l'autre est touché par son esprit. Parce qu'il faut bien comprendre que l'être humain est intellectuant, l'homme normal, l'homme ancien. Étant intellectuant, il ne peut expliquer le présent qu'à partir du passé. Il ne peut expliquer le présent qu'à partir de ce qu'il connaît. Alors, lorsque vous amenez quelque chose de nouveau, il ne connaît pas ça. Alors, vouloir qu'il comprenne, il ne peut pas le comprendre. Il pourra accepter, comme souvent on va dire, « Ah oui, mais je te comprends, mais il faut que tu changes. » Bon, il va dire, « Bon, je comprends que tu boives, mais il faut que tu changes. Tu comprends pas. Bon, je comprends que tu veux lâcher l'école, mais il faut que tu comprennes qu'il faut que tu continues. Bon, ben, tu comprends pas. » Alors, l'homme ancien ne peut pas comprendre les choses neuves. La psychologie moderne, aujourd'hui, elle ne peut pas arriver à comprendre les jeunes ou à comprendre les personnes qui transitent. Pourquoi? Parce que Freud ne transitait pas. Et comme on veut encore expliquer à l'humain comment l'humain fonctionne à partir de la théorie de l'Antiquité, bien évidemment, on ne peut pas comprendre l'humain. On explique encore à partir de l'archétype, mais on ne connaît même pas les néotypes. Alors, ça ne fonctionne plus. Lorsqu'un être transite, et vous savez que l'homme transitif, la femme transitive n'est pas transitive lorsque tout va bien. C'est l'homme nouveau. Mais à un moment donné, la personne, elle est ancienne dans ceci, ancienne dans cela, nouvelle dans ceci, transitoire là-dedans. Et la personne, elle est, moi j'appelle ça un être transitif, lorsque la majorité de ce qui est en transit n'est pas suffisamment avancé, ou lorsque la majorité de ce qui la constitue n'est pas en transition. L'homme ancien, c'est évidemment la personne qui n'a absolument rien à voir avec le personnage transitif. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes anciens. On parle de l'homme ancien lorsqu'on parle de l'homme collectif. Il y a beaucoup d'êtres transitifs qui sont des hommes anciens quand ils sont en gang. Mais être un homme ancien, c'est pas une maladie. À l'instant où un être humain est tout seul chez lui, tu peux y parler. Souvent, il y a des connotations de personnes transitives. L'homme nouveau, c'est celui qui se pose des questions nouvelles. Et qui, par malheur, y répond. Évidemment, ça frustre l'homme ancien parce que lui, il se pose des questions anciennes, puis il n'arrive pas à y répondre. Pour avoir des réponses à ces vieilles questions, il doit lire les livres traditionnels qui donnent des vieilles réponses. Comme l'ego, comme l'âme n'évolue pas, bien évidemment, les livres écrits pour l'âme, il y a 2000 ans, sont toujours d'actualité. C'est évident, l'âme n'a pas changé. Les livres écrits il y a 3, 4, 5 000 ans sont toujours d'actualité. C'est normal, l'âme n'a pas changé. L'homme s'améliore. L'homme évolue. Pas l'âme, l'homme. L'âme est toujours insatisfaite. L'âme parle toujours d'amour et crée la guerre. L'homme parle toujours de paix et reste peureux. L'âme, ça n'évolue pas. L'âme, ça mémorise. C'est archétypé. Ça reste comme que c'est. Et ça accumule de la mémoire, créant de l'expérience. Cette expérience, un peu orchestrée, c'est la connaissance de l'homme ancien. Et cette connaissance, c'est la limite de son ignorance. Lorsque l'être ancien se pose des vieilles questions, essaie d'y répondre par la bouche de ceux qui ont déjà répondu, il n'est jamais satisfait parce qu'il ne peut pas expliquer le présent à partir du passé. L'être transitif, c'est celui qui, dans certains moments donnés, dans certains schémas de sa psychologie, arrive à poser des questions neuves.
et ne veut plus nécessairement... il peut respecter les réponses de la tradition, mais il ne les considère pas comme étant justes et vraies pour lui parce qu'elles ont été justes et vraies il y a 2, 3, 4, 5 ou 6 000 ans. Parce que c'était adressé à des hommes de cette époque. L'homme nouveau respecte et parce qu'il comprend. Mais il comprend. Il ne fait pas que juste... comme ça. Il comprend. L'ennui psychologique, l'ennui de l'homme normal, l'ennui de l'âme, de l'homme psychologique, c'est qu'il est sécure et qu'il veut rester dans sa sécurité. Et s'il n'aurait pas le maudit problème de vouloir évoluer, il ne s'ennuierait jamais. Il serait bien, mais il resterait de la terre. Et parce que l'être humain n'est pas de la terre, il y a quelque chose chez lui qui le rappelle toujours à découvrir du neuf. Ne reste pas sécure dans ton petit monde, dans ton microcosme, parce que jamais tu ne pourras englober le macrocosme, le tout. Alors, automatiquement, il y a quelque chose chez l'humain qui l'oblige à devoir se mettre en action, devoir bouger. Et la lutte entre les deux crée l'ennui. Je suis bien, j'ai tout, je devrais être heureux. Tu ne seras pas heureux, parce que tu as besoin de neuf. Le neuf, c'est la vie. On n'est jamais heureux dans la mort. Alors tu ne peux pas être heureux. J'ai tout. J'ai un chien, une femme, des enfants ou un mari, j'ai une bonne job, j'ai de l'argent en banque, j'ai un chalet, 2 bateaux, un avion. Puis je suis... C'est ça. T'as besoin de neuf. T'as besoin d'une faillite. T'as besoin d'un enfant qui va se droguer. T'as besoin de neuf. La vie va te le donner. L'ennui. L'ennui mental, je comprends. Mais pourquoi les autres, ils comprennent pas? Pourquoi ça change pas? L'ennui mental. Solution, comprendre, vibrer, cellulariser. Que l'évolution individuelle, ça se fait seul. C'est pas souffrant. Moi, j'ai plusieurs de mes amis qui sont des êtres transitifs, relativement avancés. Et ils vivent seuls, pareil. Dans leur évolution, dans leur conscience. Mais quand on joue ping-pong, on joue au minimum à 2. Alors, on continue à fonctionner ensemble, à avoir des relations d'humains. Mais quand lui ne comprend pas ce que moi je dis, ben lui ne comprend pas ce que je dis, puis on s'en fout, puis on continue à jouer au ping-pong. Puis quand lui comprend, ben lui comprend. Puis quand lui comprend des choses que moi, j'arrive pas à le suivre, ben on s'en fout aussi. Puis quand moi, je dis une chose, puis que 2 semaines après, je dis carrément l'inverse, l'autre, il s'en balance. On a le droit de dire ce qu'on veut. Alors, je reste individuel, je reste dans mon intelligence et je vois à partir de mon point de vue sans nécessairement obliger tout le monde à voir de mon point de vue. Et je parle. Les autres ne sont pas conférenciers parce que ce n'est pas leur fonction. Certains enseignent le PMC, certains s'occupent de leur famille à la place. Certains sont médecins et s'occupent de leurs patients. Certains sont psychologues et s'occupent de leurs patients. Etc. L'ennui, la lutte. L'incompréhension de la sécurité par rapport à la découverte du neuf. Donnez-vous le luxe d'une chose neuve par jour. Puis vous allez changer vite en maudit. Aussi vite que l'enfant, en dedans de 15 ans, part du bébé qui ne sait même pas marcher et il arrive à l'adolescent qui peut procréer. C'est un maudit changement en 15 ans. Et l'adulte, lui, le reste du temps ne changera jamais autant. Pourquoi? Parce que plus il cristallise ses mémoires, évidemment, moins il veut bouger. On passe aux questions. En passant pour le livre numéro 28, c'est réglé. Je me demande le véritable rôle de l'animateur. Il me semble inutile pour une amélioration de la conférence. Est-ce pas... La conférence est-elle préparée? Les questions me semblent préparées à l'avance. Elles devraient plutôt être un complément. Bon, je pourrais te laisser répondre. Remarque, vu que c'est toi qui es le... Bon, les conférences ne sont pas préparées parce qu'évidemment, on n'aurait pas le temps. Et puis, les questions, ça le regarde. Une chose certaine, c'est que le rôle de... Parce que dans mon cas à moi, évidemment, quand je suis interviewé ailleurs, ceux qui me connaissent me disent toujours, tiens, prends le micro, va-t'en, je vais aller aux toilettes. Je commence la conférence, je la finis avant qu'ils reviennent. Bon. Maintenant, le rôle de l'intervieweur, ce n'est pas d'animer. Le rôle de l'intervieweur, il est surtout un rôle dans ceux qui m'ont déjà interviewé, c'est-à-dire des personnages qui avaient comme fonction
de s'occuper de percevoir ce que la salle, de percevoir l'énergie, le feeling, c'est le terme, l'énergie de l'assistance, pour de temps en temps, si j'amène des choses trop hautes, ou si je dis des choses qui ne sont peut-être pas assez élaborées, ben, pouvoir m'arrêter et pouvoir replacer les choses. Alors évidemment, le rôle de l'intervieweur, ce n'est pas de m'interviewer. Et ce n'est donc pas d'animer non plus, je m'en occupe. J'ai pu constater. Alors souvent, avec les intervieweurs, ça arrivait que j'arrêtais puis je leur disais, bon, ben, si tu dois avoir une question, je te vois les babines aller. Quel que soit l'intervieweur, ben effectivement, à un moment donné, il y en a, mais son rôle n'est pas de m'interviewer. Dans le début, on avait un intervieweur, justement, qui à tout bout de champ me coupait. Et c'était quoi les commentaires du monde? Il est fatigant, vous ne pourriez pas l'éliminer. Il passe son temps à arrêter Daniel quand Daniel commence à dire des choses. Alors là, venez pas vous plaindre que le gars ne m'arrête pas et qu'il dit rien. Les questions préparées ou non, ça, non, je ne croirais pas. Certaines questions sont préparées comme support, encore que je serais plate, parce qu'évidemment, les intervieweurs ont toujours un petit peu de stress lorsqu'ils m'interviewent, parce que lorsqu'on arrive début de la soirée, ils me demandent alors puis comment tu veux... moi, je réponds, j'ai aucune idée, on verra en avant. Alors, l'intervieweur, l'ego est un petit peu insécure, il place quelques questions au cas qu'à un moment donné, j'aurais plus rien à dire, pour pas me relancer. Puis ces questions, ben, il est dans ses poches. De temps en temps, je fais plaisir. Alors, dans le cas de Daniel... T'es très généreux. Alors, dans le cas de Daniel, ben, c'est ça. Il est là simplement pour pouvoir percevoir le pouls de l'assistance au cas que je décollerais. Alors, ça a une utilité relativement intéressante. Et puis, si, à un moment donné, là, je te lance des briques. Si, à un moment donné, j'ai un auditoire qui est plate, ben, je peux jaser avec lui. C'est plus le fun. Là, c'était à eux autres, je lançais des briques. Alors, donc, il y a un intérêt au niveau de l'animateur, c'est simplement de pouvoir jauger. À un moment donné, si on dit des choses ne sont pas assez expliquées, etc., eh bien, lui va donc me demander d'expliquer un peu plus. Pour celui qui comprend, ça peut être un peu plate. Il va dire qu'est-ce qu'il fait là. Il va dire, tu sais, il vient d'expliquer. Mais c'est son rôle. Et il le fait très bien. Puis, c'est extrêmement important. Dans les conférences spéciales, de temps en temps, je n'ai pas d'intervieweur ou d'animateur parce que, bon, le public est suffisamment, disons, averti. Ils me connaissent assez. Mais dans les conférences régulières, c'est préférable d'être ajusté. Comme quand je vais aller à l'extérieur, je serai ajusté aussi. Ou je serai extrêmement bas, donc extrêmement plate pour des personnes qui sont un petit peu averties. J'ai toujours pensé que l'âme, c'était quelque chose de grand et d'important. Oh. Elle nous suit dans toutes nos vies. C'est officiel. C'est elle qu'on a en mémoire, qui a en mémoire notre vécu. Ben oui. C'est bien écrit. J'ai de la difficulté à comprendre la différence avec l'esprit et le mental. S'il vous plaît, m'expliquer, car... Alors, je vais expliquer. Ouais. Bon, quand on veut savoir la différence entre eux, on achète le livre La différence. Bon. Ça fait toute la différence. Oh, correct. Poussons pas, ils vont penser qu'on vend. Bon. J'ai toujours pensé que l'âme, c'était quelque chose de grand et d'important. L'âme, c'est quelque chose de grand. L'âme, c'est quelque chose d'important. Et l'âme, c'est en plus quelque chose d'utile. Parce qu'une chose importante n'est pas nécessairement utile. Mais l'âme, en plus, c'est utile. Sans l'âme, il n'y a pas d'évolution. L'âme, c'est majeur dans l'évolution. C'est essentiel, c'est sine qua non. Pas d'âme, pas d'homme. Pas d'homme, rien. Le problème qu'il y a, c'est que l'âme, c'est l'échafaud. Lorsqu'on bâtit un édifice, on met un échafaud, parce que sans l'échafaud, on n'arrive pas à monter les briques. Lorsque l'édifice est fini, il faut ôter l'échafaud. Parce que sinon, on ne voit pas l'édifice, on voit juste l'échafaud. Puis quand l'échafaud se prend pour l'édifice, c'est là que les problèmes commencent. Alors, on peinture l'édifice, l'échafaud est jaloux. Alors, l'échafaud ne veut pas marcher comme ça. On chauffe l'édifice, l'échafaud reste dehors. L'âme, c'est l'échafaud. L'esprit, c'est la bâtisse. C'est l'homme réel. Pas d'échafaud, pas de bâtisse. Mais l'échafaud est là temporairement. C'est donc grand, c'est donc important, c'est donc utile. Elle nous suit dans toutes nos vies. Plus ou moins, enfin, d'une façon plus... peut-être pas comme on a toujours instruit ou enseigné. J'ai fait différentes conférences sur la réincarnation pour expliquer un peu ce genre de choses. Puis je vais aussi en refaire à un moment donné. Donc, oui, et disons, peut-être pas nécessairement comme on l'a toujours enseigné. C'est elle qui a en mémoire notre vécu. Oui, effectivement, l'âme, c'est de la mémoire. J'ai de la difficulté à comprendre la différence entre l'esprit et le mental. Donc, l'âme, essentielle.
Prenons l'exemple du vaudou. Le vaudou, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'art, une magie, une sorcellerie, qui peut aussi une religion. Une magie noire. Donc, ce ne sont pas des mages qui font du vaudou, ce sont des sorciers. Les sorciers sont l'apanage de la magie noire et non pas de la magie blanche, comme Merlin, par exemple, qui est un mage. Et le vaudou, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'à part un rituel relativement intéressant, relié au monde des morts, il a la faculté d'aller puiser l'âme à l'intérieur d'un corps vivant sans puiser le corps vital du corps de l'homme. Donc, ça devient un mort vivant, c'est-à-dire que c'est un corps physique qui a toujours un corps vital, donc toujours la vie, mais qui n'a plus d'âme, donc plus de désir ou d'émotion propre. Alors, il peut facilement être manipulé par quelqu'un de l'extérieur, normalement le sorcier. C'est donc un mort vivant. Alors, quelqu'un à qui on ôte l'âme n'est pas un connecté, n'est pas un être nouveau. C'est un animal nouveau. Celui qui a de l'âme finit par exprimer son âme, c'est l'orgueil, de devenir humble. Lorsque l'on dit ne pas faire sa volonté, mais faire celle du Père, c'est faire celle de celui qui a engendré l'âme. L'esprit. Mais l'humain fait la volonté de son âme, la volonté de son ego, c'est de l'orgueil. Lorsque l'humain devient anégoïque, lorsque l'humain s'anégoïse, lorsque l'humain devient humble, lorsque l'humain perd de l'ego, et qu'il a eu suffisamment d'âme pour pouvoir engendrer le mental, lorsqu'il perd de l'ego, le mental descend prendre la place de l'âme. L'âme va constituer ce qu'on appelle le double éthérique, c'est-à-dire que l'âme va être, la personnalité de l'âme va rester intrinsèque dans le monde des vivants, mais le plan morontiel, on va de toute façon revenir à un moment donné sur ces sujets-là. Et le mental s'effondrant dans l'homme devient un être humain qui a des sentiments, mais qui n'a plus d'émotions. Alors, ça devient un homme nouveau, un homme qui est capable d'apprécier une fleur, de vibrer avec la fleur, et lorsqu'il regarde ailleurs, il n'a plus le souvenir émotif de la fleur. Alors, lorsque l'homme a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, il est capable de fonctionner avec un amour intelligent. Il ne peut pas en aimer un plus que l'autre. Il a des sentiments, donc il apprend à vibrer avec tout ce qui est. Mais l'émotion, c'est lorsque la mémoire de l'âme perçoit le sentiment, trouve beau le sentiment et décide de revivre le sentiment. Ça devient de l'émotion. On tue le sentiment et là, ça devient de l'émotion. Et l'émotion, qu'est-ce qu'il engendre comme phénomène? C'est qu'on finit par vouloir revivre le même sentiment, mais pas l'autre. L'autre, c'est neuf, c'est inconnu. On veut celui-là. Ça crée l'amour psychologique, l'amour sélectif. J'aime un tel, mais j'aime pas sa face à lui. Ouais, mais tu le connais pas, lui. C'est pas grave, je veux pas le connaître. Rien de neuf. Alors ça, c'est le phénomène du sentiment et le phénomène de l'émotion. L'homme nouveau a des sentiments. L'homme nouveau est capable d'aimer comme jamais un humain a aimé. Mais l'homme nouveau ne peut pas haïr. Pourquoi? Parce qu'il aime. Mais il aime d'un amour qu'il n'aime pas. Donc, il aime d'un amour qui n'est pas sélectif. L'amour ne dit pas, tiens, va me plugger celui, tu vas l'aimer. Elle, non. Lui, elle, oui. Fait qu'elle, tu l'aimes pas. C'est pas un amour sélectif. Comme l'homme ancien a un amour sélectif. Comme l'homme transitif a encore un amour sélectif. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas généré par l'homme. Donc, l'homme ne peut pas créer. L'homme peut l'exprimer, mais l'homme ne peut pas l'engendrer. L'esprit n'apparaît pas avec l'expérience. L'humain qui est extrêmement expérimenté dans l'évolution peut devenir un sage. Mais il n'exprime pas l'esprit, parce que l'esprit, ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas, mais ça ne s'exprime pas lorsqu'on a de l'expérience. Un vieux prêtre expérimenté peut exprimer moins d'esprit qu'un jeune prêtre qui n'est même pas encore reconnu prêtre. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. Une personne âgée peut soudainement être capable de parler de l'esprit, tandis qu'un théologien très jeune qui sort de l'université ne connaît rien de l'esprit. Il connaît la tradition de l'esprit, mais il ne connaît pas l'esprit. Lorsque l'esprit apparaît chez l'humain, ça devient un savoir instantané. Les apôtres, à un moment donné, demandaient aux Nazaréens, « Oui, on s'en va, qu'est-ce qu'on va le dire? Vous verrez, vous saurez quoi dire en temps et lieu. » Ben oui, il y avait le contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est de l'Esprit Saint, c'est de l'Esprit pur, de l'Esprit non émotif, non coloré, de l'Esprit non anégoïsé, de l'Esprit non orgueilleux. C'est du supramental, c'est de l'Esprit. C'est du savoir instantané. Allez-vous-en, vous saurez quoi dire en temps et lieu. Ayez foi, autrement dit, cessez de gueuler vos égaux. À un moment donné, l'Esprit va passer, puis vous allez parler. Cassez-vous pas la tête. Les autres vont se la casser à vous entendre parler. Fait que cassez-la vous pas pour pouvoir parler. L'âme, c'est la mémoire, c'est génial, c'est merveilleux, c'est relié au monde des morts, et lorsque l'âme meurt, l'âme s'en va dans le monde des morts, donc dans le ciel. Mais pas l'esprit. L'esprit ne va pas dans le ciel. Dieu a créé le ciel et la terre.
Donc, Dieu a créé le ciel en même temps que la terre. Et une partie de Dieu a été placée là-dedans. Il y a l'esprit là-dedans, mais l'esprit n'est pas généré par le monde de la mort, par le ciel. L'âme vit dans le ciel. L'âme, oui. Mais pas l'esprit. L'esprit n'est pas relié dans le ciel. L'esprit est partout. Pas l'âme. L'âme, c'est la mémoire. C'est dans un monde mémoriel, le ciel. Le monde de la mort. L'esprit, c'est quelque chose qui ne s'expérimente pas, mais qui s'exprime. Alors, vous ne pouvez pas, à un moment donné, avoir de l'esprit et dire, tiens, j'ai de l'esprit. Parce que c'est l'ego qui expérimente. Alors, si vous avez un âme, si vous avez de l'ego, de l'astral ne peut pas recevoir de l'esprit. Donc, l'astral, votre ego, ne peut pas dire, tiens, j'ai de l'esprit. Elle ne peut pas. Ou vous avez de l'esprit et vous êtes, ou vous n'en avez pas et vous voulez en avoir. Vous voulez être. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est simplement la structure coordonnée logique de toutes les mémoires de l'âme sans l'émotion de l'âme. Le mental, c'est quoi? C'est le mental, il est évidemment relié aux mémoires. Le mental, il est régi par la mémoire. Votre mental est d'autant plus efficace que vous pouvez accumuler de la mémoire. Sauf que lorsque vous voyez quelque chose qui vous a fait peur, alors vous êtes capable de vous en rappeler, de voir le danger, mais vous n'avez pas peur de le voir. C'est mental. Alors maintenant que vous le voyez, vous êtes capable donc d'agir en fonction d'une efficacité et de contourner. Vous devenez conséquentiel. Parce que vous n'êtes pas émotif. Lorsque le médecin arrive dans la rue pour travailler sur un blessé, il est mental. Il n'est pas émotif. Parce que s'il est émotif, il ne peut plus rien faire. Lorsque le médecin vient pour travailler et c'est quelqu'un de sa famille, bien, s'il n'a pas un mental suffisamment avancé, s'il n'a pas une mémoire d'intervention suffisamment puissante au niveau mental, alors le médecin ne peut pas travailler. Un confrère doit venir. Pourquoi? Parce que l'émotion prend le dessus. Le médecin ne peut plus. L'esprit, ça n'a rien à voir avec le mental, sauf que l'esprit, c'est de l'énergie qui, dans le plus bas des plans, porte le nom ésotérique d'énergie supramentale, donc au-delà du mental. Et un être humain qui a suffisamment de mental, d'énergie mentale, donc qui est capable de ne pas avoir trop d'émotions, lorsque l'être humain entre en contact avec de l'esprit, il y a un mécanisme fusionnel qui s'opère et ça crée quelque chose qui va ajuster le contact de l'esprit avec le mental de l'homme. Il y a un mot pour qu'on puisse communiquer, ça s'appelle ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, il a la faculté d'obliger d'obliger le mental à fouiller dans la mémoire pour rechercher des mots. Et lorsque l'esprit fait juste descendre pour que l'homme ne pense pas ce que l'esprit lui amène, parce que lorsque l'homme pense, l'homme est émotif. Lorsque l'homme est émotif et que l'esprit, disons Dieu, veut communiquer avec l'homme et que l'homme est émotif, l'homme va dire, non, telle affaire, ça se peut pas. Ça se peut pas que Dieu veuille que les enfants naissent handicapés, ça se peut pas. Il y a de l'émotion, alors coupe Dieu. C'est bon, c'est simple. Ça se peut pas que Dieu aime les Noirs. Moi, je les haïs. Et ça est émotif. Alors, l'esprit ne va jamais chercher l'ego de l'homme parce que ça ferait des Adolf Hitler à tout bout de champ. Adolf Hitler était possédé par Lucifer, c'est autre chose. Lorsque l'esprit descend chez l'homme, il descend au niveau du mental, là où il y a la faculté de ramener la mémoire sans l'émotion. Alors, qu'est-ce que l'ajusteur de pensée fait? L'ajusteur de pensée fait simplement mettre de la parole. La parole ajuste la pensée. Alors, lorsque l'être humain se pose une question, qu'est-ce que c'est telle chose? Bien, il faut qu'il parle. S'il se met à parler, il va dire, bien, telle chose est quelque chose que je ne sais pas, mais si je voudrais le savoir, je dirais simplement que telle chose est ceci. L'ajusteur de pensée commence à pouvoir entrer en fonction parce que la personne parle, et elle va simplement mettre les mots. Et la personne va parler rapidement. Pourquoi? Parce que l'énergie descendant rapidement, l'ajusteur met les mots. Les bons mots. Une personne qui a un ajusteur de pensée, donc qui est relié de l'esprit, ne dit jamais, comment on pourrait dire ça? C'est une patate, comme on dit. Ben, il est relié à la conscience collective de l'âme. Il cherche des mots. Parce qu'il fouille dans ses mémoires. Moi, à un moment donné, j'invente les mots. Et les mots sont typiquement français. Pourquoi? Ben, c'est l'ajusteur de pensée qui fonctionne. Mais l'ajusteur, je l'ai digéré, je l'ai fusionné, donc j'ai pas d'ajusteur. Il m'ajuste maintenant. Parce que, tu sais, on reste pas plugué tout le temps. À un moment donné, on l'assimile. Alors, l'ajusteur de pensée, donc, c'est le premier palier qui permet à l'esprit d'être ajusté au mental. Et l'ajusteur psychologique, l'intellect, ajuste le mental à l'âme, à l'ego. Ça devrait répondre à la question. Deux âmes complémentaires ou âmes sœurs, plan physique, intellectuel, psychique et spirituel, se reconnaissent-elles nécessairement en même temps? Quelle est votre définition des âmes complémentaires? Si une a reconnu l'autre, combien de temps avant que l'autre la reconnaisse aussi?
Bon, ça va être extrêmement frustrant, mais une chose extrêmement importante de comprendre, c'est que si un jour vous rencontrez un âme sœur, sacrez votre camp. Bon. L'âme sœur est un des phénomènes de la conscience collective qui oblige et qui récupère souvent l'humain qui devient individuel pour le placer en collectivité avec un autre. L'âme sœur veut dire qu'on va être tellement pareil qu'on va vivre la même chose. On va toujours être d'accord. On s'ennuie à deux plutôt qu'à un. C'est ça que ça veut dire. L'âme sœur est quelque chose de tellement pareil que ça devient réellement plate. C'est quoi l'âme sœur? C'est une réincarnation fusionnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, lorsqu'il se réincarne, ne se réincarne pas nécessairement dans un corps. L'entité qui se réincarne peut se réincarner dans 2-3 corps. Et ça, la religion, connaissant ce phénomène, elle a évidemment parlé de l'âme sœur. La conscience collective récupérant tout ce qui est dit à un moment donné et s'en servant pour récupérer les individus qui veulent se libérer, alors évidemment, finit par envoyer l'idée ésotérique ou occulte que l'âme sœur, c'est quelque chose que vous devez rechercher. Vous devez retrouver votre âme sœur. Faites-vous-en pas dans le monde des morts, vous allez vous fusionner à elle. Cherchez-la pas dans le plan planétaire. Trouvez justement des âmes antagonistes, parce que là, vous allez avoir de l'expérience. Là, vous allez pouvoir vivre des choses, et expérimentant des choses, votre ego va souffrir à un point tel qu'à un moment donné, il va s'en remettre au plan mental. Le plan mental va rendre les choses plus faciles, il va vous rendre plus efficace, donc il va pouvoir se développer. Se développant, il amène automatiquement l'homme au contact avec son esprit. L'être humain ne souffre pas sa planète parce que ça fait rire Dieu au bout de le voir souffrir. L'être humain, il souffre sa planète parce que souffrant sa planète, il est obligé de réfléchir. Étant obligé de réfléchir, il développe son plan mental. Développant son plan mental, il se dirige vers le contact avec son esprit. Lorsque le contact est opéré avec l'esprit, ce qui maintenant le faisait souffrir, l'âme, doit maintenant être supramentalisée, donc doit disparaître en tant qu'âme. Pour devenir de l'esprit en tant qu'âme, ça doit disparaître. Exactement comme l'enfant, en tant qu'enfant, disparaît, il devient un adolescent. En tant qu'adolescent, il disparaît, il devient un adulte. Il n'a pas le choix. La graine que l'on plante dans le sol doit disparaître, parce que sinon, il n'y aura jamais rien d'autre. Mais si la graine s'identifie à tout au complet par l'arbre au complet, la graine, il n'y aura jamais d'arbre. Elle va rien que s'imaginer qu'il y a un arbre. Elle va se dire, moi, je suis un arbre en potentiel. Hein? On est tous des dieux en potentiel. Oui, mais restons des dieux en potentiel. Restons des arbres en potentiel. Puis à un moment donné, on pourrir en potentiel dans la terre. Un jour, on bâtira une maison dessus, ils vont dire que c'est un désert. Personne ne va savoir que c'est plein bourré de dieux en potentiel là-dedans. D'arbres en potentiel. Alors, il faut évidemment que ça meure, qu'il se passe quelque chose. Mais ça meurt pas, c'est transmué, mais dans l'apparence, ça meurt. L'âme fait le même phénomène. Les personnes âgées et malades qui ne peuvent aller à la recherche du renouveau, comment font-ils pour ne pas s'ennuyer? Ben ça, il faudrait évidemment demander à ces personnes-là comment ils font pour pas s'ennuyer, comme ça on pourrait le savoir pas mal précisément. Maintenant, comment faire pour qu'ils ne s'ennuient pas? Comment leur amener du nouveau s'ils ne peuvent pas partir à la recherche du nouveau? Il y a évidemment les livres, il y a évidemment les cassettes, il y a évidemment les visites des personnes, mais pas les visites, ouais, comment ça marche? Fait beau aujourd'hui, hein? Pas si pire, ouais, t'ont-tu bien rosé à soir? Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? J'ai mangé, c'est le même menu qui se répète tous les 2 semaines. Fait que demande-moi pas, tu sais. C'est pas ça qu'il faut amener, là. Alors, on va dire, oui, mais là, tu viens, puis il parle. Ah oui, j'ai été voir une maudite belle vue, c'est ici, c'est ça. Fait que l'autre, il est là, puis il gratte. Tu sais, l'autre, il vient tout y compter ce qu'il fait, puis lui, il est pogné dans son lit. Amener du nouveau, c'est amener quelque chose à l'humain. Faites-les réfléchir. Ça fait peur, ça fait mal de réfléchir. C'est ça, le neuf. La vie, elle vous amène tout ce qu'il faut pour réfléchir. Vous voulez pas réfléchir, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, vous allez finir par vouloir arrêter, vous allez vous demander pourquoi, vous allez vouloir trouver des moyens, vous allez réfléchir. Réfléchir, c'est quoi? C'est lentement obliger le développement du plan mental. Même une personne qui est âgée, qui est dans un lit, peut arriver avec un contact avec son esprit, se fusionner avec elle, puis transcender le monde des morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui amener des choses. Un jour, vous rentrez voir votre grand-père ou votre grand-mère, et puis vous lui dites, est-ce que tu crois dur comme fer dans la religion qu'on t'a enseigné depuis que tu es jeune? Ben, on parle jamais de ça en vieux. Ah oui, j'y crois. Bon, t'es-tu bien sûr que tu y crois? Là, vous allez dire, crime, je sais pas pour lui parler de ça, il est sécure là-dedans. Si j'y amène d'autres choses, il va être insécure. Il dormira plus. Il va vivre. Il en mourra pas, faites-vous-en pas. Il fait tout pour pas aller là. Non, mais on comprend mal les personnes âgées. On se projette dedans. Oui, mais là, c'est tout ce qu'il y a pour le sécuriser. Mais est-ce qu'il faut nécessairement qu'il reste sécurisé? Puis qu'il s'ennuie à mourir? Puis qu'à un moment donné, qu'il prouve qu'il s'ennuie à mourir? Puis qu'il meurt? Alors, on va les voir, puis on leur amène de la vie. Là, ils vont réfléchir en yab.
Là, vous leur ramenez un livre ou deux, vous leur ramenez quelque chose, vous leur ramenez des supports, il y a des bons livres de psychologie. Oui, mais à 72 ans, tu lui amènes un livre de psychologie. Et pourquoi pas? C'est pas mort! C'est nous autres qui les considérons morts puis on les élimine. Amène-y un livre de psychologie, il dormira pas, il va achaler les autres vieux. Tant mieux! Ils vont vivre toute la gang. À un moment donné, ben, c'est les enfants de ces vieux-là qui vont dire « Ouais, il y en a un qui rentre et qui amène ça, là. » Parfait, eux autres aussi, ils vont commencer à vivre. Pas une idéologie. Amenez-lui pas nécessairement une autre religion. Demandez-lui si réellement... Faites juste le faire vivre. Tu sais, vous écoutez Daniel Kem, amenez-lui pas une cassette de Daniel Kem, il n'a peut-être pas besoin. Amenez-lui une cassette d'Alexandre Lachance, par exemple, qui lui aussi a 84 ans, puis lui aussi amène du neuf. Pas le même neuf que Daniel Kem, ça n'a rien à voir. Il est connecté à ce qui est connecté. Je suis connecté à ce que je suis connecté. On a deux langages différents, puis on s'adresse à deux publics différents. Mais ce qu'on fait, la même chose. On lui amène quelque chose d'autre. Il faudrait que j'arrête de fumer. Dis-moi, non, à l'âge que t'as, c'est 5 ça qui te reste dans la vie, tu sais. Tabarnouche, il me reste 5 une pipe dans la vie. Fais-moi donc tout de suite. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne pareil, puis la société est faite comme ça. Exactement comme un enfant qui va mourir, qu'est-ce qu'on fait devant ça? J'en ai vu un paquet, je travaillais à Sainte-Justine, j'ai fait de l'ambulance en masse de temps. Mais les enfants malades le savent. Faut leur dire comment agir devant les adultes. Les adultes sont tous là, puis l'enfant va mourir, hein? Non, tu mourras pas. Ben, t'arlate, oui. Les personnes handicapées, on agit comment? Faites comme s'ils n'étaient pas handicapés. Tu sais, il manque un bras, puis l'autre, il veut tout ça à deux mains, tu sais. Faites comme s'il n'était pas handicapé. T'es en chaise roulante, faites comme s'il n'était pas handicapé. Yo, arrête de parler là, je t'assis. Parle ici. Ben non, ben c'est la même chose pour les personnes âgées. On refuse toujours la réalité. Alors, comment que les personnes âgées, comment faire pour qu'ils ne s'ennuient pas? Ben maudit, faites-le vivre. Oui, mais là, ils dormiront plus, ils vont se tourner dans leur lit. S'ils se retournent tout seuls, ça va ôter de la job. Depuis ma retraite, je m'ennuie énormément. Je ne trouve pas de sens à ma vie. Je n'arrive pas à trouver quoi faire pour ne pas m'ennuyer, pour me motiver à faire des choses. Ce qui me rend mon cheminement plus difficile et ma santé s'en ressent. Bon. Une question dans le même sens. Vivre pourquoi? Est-ce de l'ennui? Bon, une réponse bien plate, pourquoi vivre? Pourquoi mourir? C'est la réponse. Depuis ma retraite, je m'ennuie énormément. C'est normal. Tout à l'heure, on a expliqué le mécanisme. Je ne trouve pas de sens à ma vie. Normal, il n'y a plus rien de neuf. Fait que dans tout ce qui est ressassé dans le passé, ben, vu que ça vous a jamais satisfait, c'est pas là que ça va commencer à vous satisfaire. Faudra que vous vous convainquiez que c'est satisfaisant, parce que sinon, ça vous satisfera pas. Je n'arrive pas à trouver quoi faire pour ne pas m'ennuyer, pour me motiver. Le problème qu'il y a, c'est que les personnes, lorsqu'ils atteignent un certain âge, ceux qui se nomment ou qu'on nomme personnes âgées, finissent par se dire, mettre un but dans ma vie. J'ai plus d'avenir. Mais il n'y a pas plus d'avenir que le jeune qui vient de naître. Théoriquement, les deux vont mourir. Mais l'idée, simplement, c'est que l'homme ayant une conscience limitée de son être sur le plan planétaire, donc ayant une conscience limitée de ce que c'est que la vie et la mort, donc ayant une conscience limitée de ce que c'est que l'existence, donc ayant une conscience limitée de ce qu'il est lui, il chronomètre, il va chronométriser tout ce qu'il va faire. Chronométrer. Il va vérifier les choses. Et à un moment donné, il va se dire, bon, ben, de là à de là, j'ai de l'avenir, de là à de là, j'en ai plus. Savez-vous pourquoi qu'à partir d'un certain âge, la personne a l'impression qu'elle n'a plus d'avenir, qu'elle n'a qu'un passé? Parce qu'encore une fois, elle fait toujours référence à son passé pour essayer de comprendre ce qui arrive. Alors évidemment, elle regarde, puis elle a tellement fouillé dans sa mémoire pour essayer de comprendre ce qui se passe qu'elle a l'impression qu'elle a bien plus en arrière qu'en avant. En avant, c'est l'inconnu. Elle ne connaît pas tout. Il y a beaucoup plus en avant qu'il y a en arrière. Alors la personne, il va dire, oui, mais c'est de la philosophie, je vais quand même mourir. Puis ça, à 2 ans, l'enfant, il va quand même mourir. C'est quoi la différence existentielle entre vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans? Pas grande différence. L'important, c'est ce qui se passe au niveau de votre conscience. La personne, elle est à la retraite et elle n'a pas de but dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait même pas pourquoi elle vit. Bon, évidemment, on ne l'a pas enseigné, personne ne savait. La personne, ce qu'elle doit faire, ben, elle doit faire que ce qu'elle fait à soi, qu'elle le fasse ici, qu'elle le fasse ailleurs, mais qu'à un moment donné, qu'elle finisse par trouver des choses neuves. Amener des choses neuves. Pourquoi l'homme, il est là, l'homme? Il y a d'autres qui n'ont parlé. Ah, peut-être que ce qu'ils ont dit était peut-être suffisamment théorique, peut-être que c'était spéculatif, peut-être que ce n'était pas là, peut-être que c'était coloré.
Donc, pas tout à fait vrai. Puis après, prenez ce qu'ils ont dit, trouvez ce qui n'est pas tout à fait vrai, puis mettez du tout à fait vrai dedans. L'être humain qui vit sans jamais se poser la question, c'est un être humain qui ne s'ennuie pas assez. Parce que celui qui se désennuie ne réfléchit pas. Celui qui se désennuie ne pense pas. Celui qui se désennuie ne vit pas. Il supporte son ennui en jouant aux cartes. Les personnes âgées aiment jouer aux cartes. Il supporte son ennui en travaillant. La personne qui est à la retraite présentement, c'est une personne qui est à un point parfait pour commencer une existence. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie, donc elle doit réfléchir. Le problème, c'est que si elle réfléchit dans un cercle vicieux qu'est sa mémoire, elle n'en sortira pas. Il lui faut du neuf. Qu'elle regarde autour d'elle du neuf, il y en a en vache. Puis de penser qu'il nous reste 5 ans à vivre, 10 ans à vivre. C'est ridicule. Parce qu'il y en a qui sont jeunes, qui s'imaginent qu'il leur reste 50 ans puis qui vont mourir dans 2 heures. Puis il y en a qui s'imaginent, moi je connais un bonhomme, justement Alexandre, à 50 ans, il pensait bien qu'il restait 3, 4, 5 ans à vivre. À 85 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Ah, ben là, il doit dire la même chose. Hein, 85 ans, là, il doit plus m'en rester bien. Non, lui, c'est pas ça qu'il fait. Lui, il travaille. Mais il fait quoi comme travail? Il travaille sur lui. Oui, mais quand tu te connais pas, justement, il s'est promené partout pour essayer de se faire vibrer. Alors, à un moment donné, il pensait qu'il était un être pur et immortel. D'un coup, il s'est fait dire que l'être humain n'était jamais immortel. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, ça l'a fendu en deux. Il est retourné chez lui puis il s'ennuyait plus. Il avait peur. Ah oui. Et transcendant cette peur dans une recherche, il finit par se dire, bon, ben lui, il dit ça, lui, il dit ça, lui, il dit ça, lui, il dit ça, lui, il dit ça. Chose certaine, c'est que je suis là. Si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose là. S'il y a quelque chose là, ben, moi, le trouver. Alors, on va lire. D'un coup que quelqu'un l'aurait trouvé. Et si personne ne l'a trouvé, moi, le trouver. Puis si je meurs avant de l'avoir trouvé, ça ne changera rien à rien. Puis si je trouve avant de mourir, peut-être qu'il va se passer bien des choses. Il est rendu à 84 ans. Il a trouvé certaines choses. Il a déjà été aveugle, maintenant il voit clair. Il a trouvé certaines choses. À un moment donné, ben, mourir ou pas mourir, ça ne change rien. Le corps physique va s'en aller, mais on ne sait pas si le reste va transcender ou va mourir aussi. Ça ne change rien. Alors, il faut faire quelque chose. Quand tu as beaucoup de choses à exprimer et que tu ne trouves pas de milieu pour l'exprimer, tu le fabriques ou quoi? L'ennui mental. Le fabriquer, cela veut dire trouver quelque chose, une façon de se désennuyer. Alors moi, évidemment, parler comme je parle, je n'avais pas de milieu pour parler comme ça. Est-ce que j'ai fabriqué le centre? Non, le centre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inauguré, et puis moi, bon, on m'a invité à faire des conférences ici. Et tant que le centre reste libéral, c'est-à-dire que tant que le centre ne devient pas sectaire, je fais des conférences ici. Quand tu as besoin de parler et que les personnes qui t'entourent ne sont pas des personnes qui vibrent avec toi, ben justement, tu dois trouver quelque chose comme ça. Il y a différents centres à Montréal qui sont quoi? Ben, ce sont des centres, justement, qu'il y a des êtres humains qui peuvent aller parler là, ici, puis d'autres à Montréal, pour aller parler, pour pouvoir jaser. Tout simplement. Vous trouvez quelques amis, il y a des personnes qui vont dans un centre, ils se font 3, 4, 5 amis, puis ils reviennent plus, ils font leur petite clique ensemble. Mais c'est parfait. Ils jasent. Puis à un moment donné, si ça devient trop petit, ben là, ils vont chercher encore. Ils reviennent ou ben non, ils font quelque chose. Mais vouloir bâtir un cadre dans lequel on pourrait jaser, ça risque de devenir... Vous savez, on a inventé le salon pour ça. Et dans les salons, on a des discussions de salon. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Les cadres existent déjà, profitez-en. Bâtissez-en pas nécessairement d'autres. Sauf que si on vient, par exemple, dans un centre comme ici, simplement pour pouvoir jaser, il y a un problème. Si vous comprenez l'intelligence de la discussion, donc de la parole, c'est autre chose. C'est pas pour vous désennuyer, c'est pour avancer. C'est autre chose. On peut parler de corde à linge. On peut parler de corde à linge. On peut parler de corde à linge pour inventer la sécheuse à linge. N'est-ce pas? Les deux parlent de corde à linge. Un est créatif, l'autre est un cercle vicieux, comme la corde à linge. Alors, si la personne ne trouve pas de cadre avec qui parler, si elle a un besoin, si elle comprend l'intelligence, qu'en parlant, elle apprend, qu'elle place des choses, qu'elle comprend mieux des choses, bien là, il faudra qu'elle trouve un moyen de parler. Qu'elle crée le cadre ou qu'elle prenne les cadres déjà existants. Mais si c'est pour brimer l'ennui mental, on va rejouer le même jeu.
on va finir par se sécuriser dans un cadre connu et on ne voudra pas dépasser la tradition. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Lorsque j'ai une discussion intelligente à engager, je ne peux pas parler parce qu'on pense que je suis flyé. Les personnes nouvelles sont flyées. Je dois demeurer silencieux, mais je bouillonne, je suis obligé de m'en aller, de quitter les lieux. Est-ce la seule solution qui s'offre à moi? J'ai fait une conférence dernièrement qui était la puissance de l'homme nouveau, l'ajustement. Et l'ajustement. La diplomatie. L'hypocrisie. C'est la même chose. L'ajustement. S'en aller continuellement, non. Pourquoi? Parce que vous devez aussi semer des graines. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire, vous devez être capable de vous supporter. Et la parole va être le support majeur. Maintenant, avoir une grande gueule, puis aller voir n'importe qui pour leur dire tout ce que vous devez leur dire, c'est manquer d'ajustement. On va vous taper dessus souvent. Ce n'est pas correct. On ne peut pas forcer et on ne se doit pas de forcer un humain à comprendre des choses qu'il ne peut pas comprendre ou qu'il n'a pas besoin de comprendre. Alors, si on est dans un cadre où tout le monde parle de quelque chose, puis ça a l'air à les faire vibrer, puis ça marche, puis que vous voyez au-delà de ça, est-ce que c'est nécessaire d'aller dedans pour les faire voir au-delà de ça? Vous voudriez parler pourquoi? Parce qu'égoïquement, vous vous sentez... faut que le monde sache. C'est de l'ennui mental ou de l'orgueil. S'ajuster. On répond, de toute façon, la conférence que j'ai faite est enregistrée et ça répond suffisamment amplement au mécanisme de l'ajustement. Et au niveau du livre avec, qui peut aussi servir à un moment donné, on parle évidemment de l'ajustement au niveau de l'homme nouveau. Le livre, il a été fait d'une façon originale. J'en parle un peu plus ce soir. J'en parlerai sans doute jamais. Je déteste me répéter. Le livre, je l'ai fait d'une façon originale, oui. C'est qu'il y a un mode d'emploi. On dit souvent que je suis compliqué. Ben, il y a un mode d'emploi dans le livre aussi. Comment lire ce livre? Parce que ce livre ne se lit pas de toutes les façons. Et le livre, il se lit comment? Ben justement, la personne, elle prend le livre et il y a des pages clés. Alors, elle va dans les pages clés qui sont au début du livre et elle lit. D'un côté, homme nouveau, d'un côté, homme ancien, et puis elle lit. Alors, on va, par exemple, parler de la politesse. L'homme nouveau, il n'est pas poli. L'homme ancien, il apprend à être poli et a besoin que les autres le soient. Alors, si la personne, elle se pose des questions, c'est écrit page 51 et elle commence le livre à la page 51 parce que c'est ça qu'elle avait besoin de savoir. Lorsqu'elle a fini le chapitre, elle revient dans les pages clés puis elle continue à lire. Puis à un moment donné, quelque chose, paf. Bon, elle s'en va donc à la page et elle lit ça. Selon ce que l'être humain a besoin de savoir, selon ce qu'il vibre, selon sa journée, selon ceci, selon cela, selon les questions qu'il se pose, alors il va simplement prendre des pages clés puis à un moment donné, il va fouiller. L'ajustement, on le traite aussi. C'est ça l'ajustement. Le livre est ajusté. Mais de quelle façon le livre est ajusté? De façon à ce que tous les lecteurs de ce livre-là ne le liront jamais de la même façon. Ils vont tous le lire de la façon qu'ils devraient le lire. C'est-à-dire que je prends un humain et je place les chapitres exactement dans l'ordre que l'humain devrait les suivre. Mais comment faire ça pour tous les humains et comment décider quel humain a besoin de... Absolument pas. On fait comme ça, les pages clés, la personne, elle va puis elle lit le livre à sa façon. La personne qui discute, etc., elle doit donc trouver des clés aussi pour s'ajuster. Des clés pour s'ajuster. J'en ai parlé souvent dans la conférence. L'ajustement, la puissance de l'homme nouveau. On va de toute façon y revenir. Toujours s'en aller. Non, changez d'auditoire. Trouvez-vous d'autres amis ou bien non, trouvez à vous ajuster pour pouvoir parler avec eux autres. Parce que moi, quand je parle avec des personnes qui ne sont pas nécessairement de la conscience nouvelle, j'apprends aussi. Eux apprennent aussi. Mais moi, je leur apprends rien. Je suis donc ajusté. Parce que vous savez qu'en apprenant ce que l'homme fait, pourquoi l'homme est manipulé de telle façon, pourquoi il dit telle chose, quelle est la correspondance amique, mentale ou intellectuelle, quel est ceci, cela, pourquoi il souffre de ceci, pourquoi il parle toujours de ça? Bien, on apprend à se connaître. C'est pas nécessaire que tout le monde comprenne ce qu'on a à dire. On apprend à se connaître. Pourquoi on parle toujours de la météo? Bien, c'est un peu une loterie. C'est de l'inconnu. Ça nous fait vivre, parler de la météo. On ne sait pas s'il va pleuvoir, neiger, ou etc. C'est de l'inconnu un peu, de notre sécurité. Alors, on parle de la météo. C'est vivant. Comment présenter Daniel Kemp à mes amis? Car après l'avoir présenté comme un conférencier, surgissent un tas de questions comme qui est-il, d'où vient-il, pourquoi fait-il des conférences, sur quoi, pourquoi irais-je l'écouter,
Après tout, mon opinion est aussi bonne que la sienne. Je suis embêté de répondre. Aidez-moi. Bon, ça va être extrêmement tannant, mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un article publicitaire qu'on veut faire pour promouvoir le livre, et c'est simplement ceci. Vous avez plein de personnes qui vous achalent, qui ne vous comprennent pas, offrez-leur un livre. Ils vont peut-être vous connaître un peu plus, puis comprendre un peu plus. Comment présenter Daniel Kem? Ben, c'est la façon la plus facile. Tu sais, quand il dit, ben, prends une cassette, laquelle? Ben, il y en a juste 130. Ben, donne-nous un livre, il n'y en a qu'un. 136. 136, multiplié par 2 heures, excusez. Est-ce que l'ennui, d'après vous, peut amener quelqu'un vraiment à faire une dépression nerveuse? Regardez ceci, tu finiras après. Lorsque l'âme, il est contenu. Hein? Vous savez que votre âme ne se mélange pas à l'âme des autres facilement. Il y a une enveloppe à l'âme qui, dans la religion catholique, porte le nom de séraphin. C'est le périsprit. Cette enveloppe, il est fabriqué, il est constitué de vie, d'énergie vitale. Plus l'enveloppe est mince, plus la personne est sensible, plus la personne devient influençable. Alors, quelqu'un se met à pleurer, elle se sent touchée, elle pleure. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans l'âme de cet individu-là peut facilement pénétrer la sienne. Son enveloppe est mince. Une personne qui n'est touchée par rien a un périsprit qui est épais. On l'appelle souvent épaisse. Bon. Lorsqu'une personne s'ennuie, elle fouille dans ses mémoires. Et pour fouiller, cheminer dans ses mémoires pour arriver à trouver quelque chose. Inventer du neuf dans le vieux. On appelle ça imaginer. Elle rêve, elle est dans la lune, elle tripe, elle pense. Bon, au moins, quand elle va s'exprimer, elle va faire quelque chose de neuf. Mais elle exprime du vieux. Remalléabilisé. Bon. Lorsque la personne, elle travaille, elle s'ennuie, elle se gruge énergétiquement. Se grugeant énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que lentement, la personne, elle, essaie d'agencer ses mémoires de façon à créer du neuf. Et comme elle repasse toujours les mêmes mémoires, elle finit par créer un cercle, elle fusionne ses mémoires, elle finit par oublier son passé, elle finit par oublier un paquet de choses, et elle finit aussi par embarquer sur une trame qui est typique du passé, qui peut engendrer de la nostalgie, qui peut engendrer le bon vieux temps, qui peut engendrer ce qu'il y a plus aujourd'hui, qui peut à un moment donné, parce que l'astral, ça charrie, ça y est, c'est pour manipuler l'humain, ça manipule en maudit. Alors à un moment donné, tu te rappelles, une personne t'a rencontré, puis là, t'aimerais ça la revoir, ça fait 10 ans que tu l'as pas vue. Ça c'était quelqu'un d'intéressant, tu sais, si on serait ensemble. Là, tu revis tous les phénomènes du passé. Et qu'est-ce qui arrive? C'est pour pouvoir soutenir énergétiquement cette mémorisation de ce qui se passe au niveau de l'ennui. L'âme a besoin d'énergie. Alors, il prend l'énergie vitale du périsprit. Prenant l'énergie vitale du périsprit, il amincit l'enveloppe séraphique, donc le séraphin. Alors, il devient beaucoup plus manipulable par l'astral extérieur, c'est-à-dire le monde des morts, donc le ciel. Alors, la conscience collective. Alors, des nouvelles idées maintenant vont germer chez lui. Pourquoi? Parce qu'il devient plus sensible. Il devient plus manipulable, plus influençable. Alors, subitement, il regarde dehors, et puis là, il pense peut-être se suicider. Il n'aurait jamais pensé ça. Il regarde les médicaments, il ne sait pas s'il devrait en prendre, toujours été contre. Et il ne veut plus parler à personne. Il finit par plus aimer. Il pense un paquet de choses que jamais il ne pensait. Non, parce que c'est des mémoires qui se promènent un peu au niveau de la conscience collective qui finissent par venir l'animer. Lentement, il s'en va en dépression. Pourquoi? La dépression est un terme qui parle d'énergie. Il s'en va en dépression parce qu'il se gruge de l'énergie. Lentement, il gruge au niveau du plan physique, alors il devient fatigué. Il dort de plus en plus mal, il se fait charrier par ses rêves, par ses cauchemars, parce qu'il baisse en vibration. Donc, il commence à cauchemarder. Il rêve plus. Alors, à un moment donné, il finit par avoir des problèmes physiques, il n'a plus le goût de manger, il digère plus. Il s'en va vers une dépression nerveuse. Mais elle n'est pas nerveuse, elle est énergétique, la dépression. Elle est énergétique. Mais évidemment, par le système nerveux, l'astral s'exprime. Alors, on appelle ça une dépression nerveuse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner des médicaments qui vont déconnecter la conscience de l'humain de son corps physique. On donne, du Valium. Le corps se relaxe, même si la psychologie ne veut pas. Et à un moment donné, il y aura des traitements intensifs en soins psychiatriques pour les dépressifs extrêmement avancés, de façon à déconnecter carrément, à lobotiser temporairement, à aldoliser leur cerveau pour qu'ils laissent en paix le reste. Lorsque le corps revient, lorsque lentement il redonne goût à la vie, lorsqu'on a des ennuis, lorsqu'elle revoit la vie peut-être sur un autre point de vue, donc un autre œil, lentement elle peut revenir. La dépression nerveuse est toujours amenée par de l'ennui. Certains vont dire, oui, mais c'est la dépression nerveuse parce que ces enfants sont trop tannants. Non. Les enfants sont toujours tannants, mais ça réincruste toujours le même mot-à-dit phénomène au niveau de l'émotion de la personne. L'enfant n'est pas le problème. Un enfant est toujours sage, amène le parent dans une dépression autant qu'un enfant qui est trop nerveux, qui est trop tannant.
Et ce n'est pas l'enfant qui amène dans la dépression. C'est la répétition sans cesse des mêmes maudits phénomènes. Tu rentres toujours dans ta même maudite maison. Ton chien va toujours te licher la main puis te bave dessus. C'est toujours le même phénomène. Achète-toi un éléphant, change par un tigre. Un chien pas de langue, essaye quelque chose. Achète-toi des souliers en plomb, il pourra plus venir te les porter. Si t'aimes plus ça, je mets du neuf. Ça évite la dépression. Comment expliquez-vous le fait que je sois tiraillé entre le fait de travailler tantôt pour les personnes âgées et d'autre part pour les enfants? Les deux m'attirent, mais j'hésite. J'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. Bon, je n'ai pas d'opinion sur rien, soit dit en passant. Vous devez vous faire vous-même vos opinions. La mécanicité, je peux parler de mécanique, on peut parler de phénomènes, on peut expliquer des choses, mais une opinion, non. Comment expliquer? Bon. La personne âgée, c'est une personne qui souffre. C'est une personne dans laquelle on peut se projeter facilement. Qui a de quoi nous apprendre au niveau de l'expérience, parce que l'homme bâtit toujours la base de sa vie sur le sommet de celle des autres. De quoi nous amener au niveau de l'expérience, et en même temps, on se projette un peu dedans. On souffre avec elle. On aime. On veut travailler. L'enfant, lui, par contre, est l'espoir de demain. C'est-à-dire que l'enfant est l'espoir de la vie. L'enfant veut du neuf. La personne, elle est donc assujettie à sa sécurité, l'expérience de la personne âgée, la sagesse, la sécurité, et le goût du neuf de l'enfant, que tu dois essayer de comprendre, que tu dois paramétrer. D'un coup, il sort de là, d'un coup, il t'amène des choses que jamais tu n'aurais pensé. Tu apprends à découvrir de l'esprit dans un cerveau. Alors, la personne, elle est donc effectivement tiraillée de la même façon entre ces deux mécanismes. Travailler pour qui? Pour l'un ou pourquoi? Ça la regarde, parce qu'elle peut aussi engendrer du neuf dans les personnes âgées. Et vous allez voir qu'une personne âgée qui, à un moment donné, commence à vivre du neuf, elle peut vivre du neuf comme un enfant, et elle peut en vivre en maudit du neuf. Elle peut faire réfléchir en maudit, mais pas rien que faire réfléchir. « Ah, tu veux te lancer en affaires? Tu devrais pas. J'ai déjà essayé 3 fois et manqué mon coup. » C'est pas ça que je parle, là. Elle fait pas réfléchir comme ça. Une personne âgée qui, à un moment donné, finit par avoir des choses neuves, elle se couche, puis elle est près d'un monde que le jeune ne connaît pas. Et quand elle revient avec « J'ai vu telle chose. Jamais avant, j'en aurais parlé. J'aurais pensé que c'était... Mais je pense plus que c'est ça. » Alors, la personne, donc, elle travaille avec les personnes âgées ou les personnes jeunes. Elle peut vivre du neuf. Ça dépend simplement à elle d'enligner les choses. Comme elle peut vivre du vieux avec des enfants, si les paramètres à rester traditionnels. Ça va être normal. Certains couples peuvent aussi rechercher autre chose que l'ennui en se mariant. Deux individus respectant chacun leur authenticité ne peuvent que réussir, doublant ainsi leur énergie. Qu'en pensez-vous? Bon, ce n'est pas... faut faire attention. La personne ici peut s'ennuyer, vouloir avoir quelqu'un, et en même temps, elle peut concevoir intelligemment l'intelligence de l'union. Parce qu'il y a deux choses différentes. Quelqu'un qui se marie parce qu'il s'ennuie va divorcer aussi parce qu'il va s'ennuyer du mariage. Bon. C'est évident que l'homme nouveau et la femme nouvelle vont vivre ensemble. Pour des raisons de procréation à un moment donné, mais par contre, ils auront des enfants quand ce sera intelligent. Il y aura des raisons intelligentes d'avoir des enfants, pas émotifs, puis encore moins accidentels. C'est bien évident que lorsque deux humains peuvent ensemble vivre des choses neuves, pourquoi souvent les couples s'entendent mal? Sa vie, c'est neuf ce qui se passe. Au moins, ça les fait évoluer. Ésotériquement, on dit que le couple est un phénomène initiatique. Je pense que la majorité des couples sont d'accord avec ça. Bon, c'est initiatique. T'apprends. Bon. Lorsque deux êtres humains qui sont suffisamment dans leur intelligence s'unissent ensemble, lorsqu'il y a une union, bien évidemment, ici, ils sont capables de respecter leur authenticité, ce qui habituellement n'est jamais le cas. Ils sont capables de respecter leur authenticité, ça veut dire qu'ils vont toujours donner le feeling qu'ils s'aiment pas ou qu'ils sont pas mariés par rapport à tout le monde. Crème, tu n'as pas vu avec ton mari, il est toujours vu tout seul. Ah oui, lui, il aime ça, ces vues-là. Moi, j'en vois d'autres choses. Et ça valait la peine de se marier? Certainement. Chez vous dans le même lit, au moins. Même pas dans deux chambres différentes. Pourquoi? On dort mauditement mieux. Moi, je me lève le matin, je fais mes bébés, je le réveille pas. Lui, il rentre plus tard le soir, s'il travaille, il se couche, il me réveille pas. Ah ouais, mais vous ferez pas les enfants forts? Absolument pas. Quand on a besoin de se coller, on couche ensemble. Puis quand à un moment donné, on couche séparément, puis notre cadre est fait pour ça. Alors, vu de l'homme ancien, évidemment, le couple nouveau, ça fait original. Mais là, ils se respectent. Ils se respectent totalement. C'est-à-dire qu'ils restent eux, puis ils vivent ensemble. Pourquoi? Parce que c'est intelligent, ils vivent ensemble. Mais ils sont individuels dans leur conscience, même s'ils sont collectifs dans leurs agissements.
J'en ai déjà parlé. Les sociétés, c'est brillant, une société. Quand l'humain est capable de collaborer d'une façon écologique, mais de rester individuel dans sa conscience. Quand l'humain ne demande pas l'opinion des autres. Pour qui on devrait? Pour qui tu votes, toi? Ah, tu votes pas lui? Ah. Puis toi? Ah, toi aussi? Ah, peut-être qu'il est correct, le gars. Pas ça, la conscience individuelle. Mais par contre, tout le monde va aller voter. Dans le sondage qu'on a passé, on a eu une surprise intéressante. Sur 93% des personnes qui viennent ici détestent les conférences de politique. Pourtant, c'est ceux qui sont placés là qui manipulent le plus le monde. La société ne transforme rien. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas en parler. Alors, à un moment donné, Daniel, il disait, crime, il faudra que je le donne de la marde. Ben oui, effectivement, la politique, il faut que l'être humain aille voter, il faut que l'être humain s'intéresse à ce qui se passe, il faut que l'être humain devienne ministre ou président s'il le faut, mais il faut qu'il fasse les choses. Faut qu'il arrête de chialer. C'est le même qu'on bâtit des sociétés qui se tiennent debout, pas des sociétés qui se dégringolent l'une par-dessus les autres. Alors, le couple, bien évidemment que l'être humain peut s'allier en couple et fonctionner d'une façon extraordinaire. C'est évident. L'homme nouveau a une conscience individuelle. Mais rares vont être les hommes nouveaux qui vont être seuls, qui vivront pas soit qu'une femme ou soit avec un mâle nouveau. Pas nécessairement tout de suite, parce que tant que la finalité, tant que l'être est transitif, mais si ça fit ensemble, il y a des chances qu'à un moment donné, que ça fit plus. Il y en a que ça fit et que ça fit tout le temps, mais c'est merveilleux. Sauf que normalement, on aura beaucoup de célibataires. Les jeunes ne voudront pas nécessairement se marier. Pas tout de suite. Parce que c'est pas le temps. Puis à un moment donné, ben là, ils vont être suffisamment eux. Ils vont savoir comment à s'améliorer. Ils vont trouver quelqu'un qui a une tendance parallèle. Ils vont s'unir ensemble parce que c'est mauditement plus intelligent. Et après, ils vont aussi léguer dans la génétique leur transformation. Ils auront donc des enfants un peu plus tard. Y a-t-il une école de surdoués? Car un enfant hyperactif, hyper émotif et surdoué au primaire se doit d'aller à l'école. Les enfants de surdoués, on a quelques écoles de surdoués. On a quelques écoles apparemment appelées pour les surdoués, mais je ne sais pas si les enseignants sont surdoués. Le problème d'un enseignant qui n'est pas surdoué, c'est qu'il reste souvent frustré égoïquement de l'enfant surdoué. Alors évidemment, il risque de vouloir paramétrer, de vouloir l'encarcaniser, le limiter. Parce qu'un enfant surdoué, on a des hypermentaux, mais l'enfant nouveau peut être surdoué en mathématiques. S'il aime les mathématiques ou s'il aime son prof, peut être bon en mathématiques. Sauf qu'à un moment donné, le prof peut rentrer plein de maquillage, puis l'enfant peut le regarder puis lui dire « C'est drôle, mais les personnes qui se maquillent, ils veulent pas connaître la vérité, eux autres. » Ben là, le professeur qui est tout maquillé, là, l'enfant nouveau, là, il va rentrer dans son livre de maths. Parce que l'enfant nouveau, c'est qu'il perçoit vibratoirement la consonance évolutive de l'ego de chacun des humains. C'est pour ça qu'à un moment donné, il fait peur aux adultes. Alors, une école pour enfants nouveaux, il n'y en a pas pour l'instant. C'est dommage. Si un jour on en veut, ben, il faudra que politiquement, on en instaure. C'est ça. Et si on attend que le centre en parte une, le centre en partira pas parce que le centre n'est pas une secte. Si on attend que tel genre d'organisation, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'enfant nouveau n'a pas 15-20, c'est la majorité. Là, maintenant, il n'y a pas d'école d'enfants nouveaux, on appelle ça des écoles de décrocheurs. Et puis, il en faudra de plus en plus, parce que c'est la masse. Alors, c'est encore une fois, quand on ne veut pas entendre parler de conférences politiques, OK, entendre parler de bonhommes qui viennent vanter des choses, ça va. Mais la politique, c'est le fondement même de la manipulation de la conscience collective. On a plein d'humains dans la société qui font tel genre de choses. Ben oui, mais c'est normal aussi, il n'y a personne qui s'en va se placer quelque part pour changer quoi que ce soit. Fait que, évidemment, ça ne change rien. Les écoles pour adapter aux enfants, et non pas les écoles qui adaptent les enfants, ben un jour, il faudra évidemment que ça s'instaure. Mais ça, il faudra qu'il y ait suffisamment d'individus qui vont décider que ça doit être instauré. Et ça va être instauré. Étant donné qu'on paie d'une façon ou d'une autre pour le mal que l'on a fait, comment peut-on se faire pardonner tous les passés et revivre? Bon. Chose importante. Très importante. L'homme est responsable de ce qu'il fait, mais l'homme n'est jamais coupable. Donc, l'homme ne paie pas. L'homme souffre ce qu'il fait. Ou l'homme en bénéficie. Mais l'homme n'est jamais récompensé. Il en bénéficie et l'homme ne paie jamais. Il souffre. Comment être pardonné du passé qu'on a fait? Oubliez-le. Et vous serez pardonné. Pourquoi? Parce que le karma majeur de l'homme est un karma relatif, un karma que l'humain s'impose lui-même. La culpabilité, entre autres. Lorsque l'humain va voir le prêtre, que le prêtre lui dit qu'au nom de Dieu, il le pardonne, en réalité, c'est l'homme qui pardonne l'homme.
parce qu'on a offensé l'homme. L'homme se sent allégé, il se sent bien. Alors, tout le passé que l'on a fait, sachez une chose, c'est que la personne emploie le mal. Tout le mal que l'homme fait. Il n'y a pas un humain sur la planète, il n'y en a pas, je vous le dis, il n'y en a pas, qui agisse en disant, c'est du mal que je fais, puis je m'en vais le faire. Tout le mal que vous avez fait, c'était toujours du bien que vous vouliez faire. Ou vous étiez suffisamment manipulé et omnibulé, vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Vous allez payer karmiquement, donc vous êtes responsable. Vous allez devoir supporter ce qui a été fait. Mais pardonner. Je peux dire, on n'a pas à vous pardonner. Vous n'êtes pas coupable. Ou encore, vous êtes pardonné bien avant de l'avoir faite. Vous ne pouvez pas faire autrement. L'homme discerne le bien du mal après. Donc, il faut se sentir bien. La semaine prochaine, on aborde la psychologie globale de l'homme nouveau. Ce sera donc un résumé nouveau, parce que je me répète pas, mais suffisamment global et massif de ce que c'est que la conscience nouvelle, de ce que c'est que l'homme nouveau. Si ça vous intéresse, on va vous attendre. En attendant, passez une semaine qui va être vivante.